Le repos et la joie ne sont pas des récompenses. Quand la satisfaction des besoins fondamentaux est détournée pour en faire des récompenses, on crée un déséquilibre fonctionnel qui nous impacte plus profondément qu'on ne le pense. Le repos et l'amusement. Des gros mots d'impies car on n'arrête pas de nous dire que l'oisiveté est mère de tous les vices. Tu as déjà remarqué comme il est plus facile de justifier une pause à cause d'une fatigue extrême qu'un simple besoin de repos? Quand on est à bout, que la tête ne suit plus, quand on est vidé, que le corps lâche ou qu'on tombe malade, là souvent, on s'autorise enfin à dire: «Je crois que j'ai besoin de m'arrêter», comme si le repos avait besoin d'un dossier solide pour être validé, comme s'il fallait prouver qu'on n'abuse pas, ou qu'il fallait arriver au bord de l'effondrement pour obtenir le droit de ralentir. Et puis, il y a l'amusement. Là aussi, très souvent, on le négocie. On se dit: «Je ferai ça quand j'aurai fini. Je sortirai quand j'aurai suffisamment avancé. Je m'amuserai quand je l'aurai mérité. Je prendrai du temps pour moi quand ce sera plus calme». Comme si la joie devait toujours passer après. Après le travail, après les obligations, après les autres, après la preuve qu'on a été sérieux ou sérieuse, utile et qu'on a assez donné. Et si cette façon de voir les choses était beaucoup plus coûteuse qu'on ne l'envisage? Et si le repos et la joie n'étaient pas des récompenses à obtenir après l'effort, mais des ressources indispensables pour penser, créer, aimer, travailler, apprendre, transmettre et même viser l'excellence? Car s'autoriser à se reposer et s'amuser régulièrement est bien plus important que tu ne le penses. Le repos et la joie. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet des besoins à satisfaire que l'on considère à tort comme des récompenses à mériter. Je veux parler du repos, de la joie, de l'amusement, des vacances, des temps libres, des moments non structurés et de ces espaces que l'on traite parfois comme des bonus alors qu'ils participent profondément à notre équilibre. Et en plus, ils sont particulièrement nécessaires quand on vise l'excellence. Parce que oui, je vais mettre les pieds dans le plat dès maintenant, le repos n'est pas l'ennemi de l'excellence. L'amusement n'est pas une perte de temps. Et les temps libres ne sont pas des trous dans l'agenda qu'il faut s'empresser de remplir faute de jeter l'opprobre sur notre semaine. La joie n'est pas l'opposé de l'ambition, bien au contraire. Ce sont des espaces de régénération, de créativité, de reconnexion, de discernement, de vie. Et on a besoin de ça, justement, pour se sentir en vie, même si on nous a souvent fait comprendre le contraire. On nous a appris que la personne sérieuse est celle qui travaille d'abord, qui se repose après avoir atteint le résultat attendu et qui ne s'amuse que quand toutes ses corvées sont terminées. Celle qui repousse ses envies, celle qui sait serrer les dents, celle qui fait passer le devoir avant le plaisir, l'utilité avant le bien-être, la performance avant le vivant. Et quand on suit cette logique, une relation de conditionnement s'installe. Le repos devient une récompense, la joie et l'amusement deviennent des suppléments, des options. On peut se reposer seulement si on a beaucoup travaillé. On peut s'amuser que si on a été très productif ou productive. On peut ralentir à condition d'avoir une vraie raison valable et justifiée. On peut prendre soin de soi si on a prouvé d'abord qu'on n'était pas en train de fuir ses responsabilités. Mais cette logique-là finit par produire des personnes qui s'épuisent à la tâche, qui triment 95% du temps et qui n'écoutent leur corps que lorsqu'ils crient. Des personnes qui attendent d'être KO techniques pour s'arrêter. Des personnes qui ne savent plus reconnaître leurs élans, même si elles en ont. Des personnes qui se sentent coupables quand elles ne produisent pas. Des personnes qui confondent vivre et tenir le coup. Je crois que lorsqu'on vise une forme d'excellence dans sa vie, que ce soit dans son travail, dans ses projets,
dans sa vie relationnelle, dans son rôle de parent, dans son engagement. Faire l'économie du repos et de la joie, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce qu'un appareil déchargé ne peut pas fonctionner de manière optimale. Nous ne sommes pas des machines et nous avons besoin, au-delà de la nourriture physique, d'autres types de carburants pour réellement retrouver de l'énergie. Si on veut durer et si on veut pouvoir se lever le matin avec l'envie et surtout l'énergie de sortir du lit. Il y a une différence entre produire beaucoup et être vraiment disponible à ce que l'on crée. Il y a une différence entre tenir longtemps et vivre pleinement. Et c'est là que la joie devient importante. Parce que la joie n'est pas juste une émotion agréable. La joie est une information qui nous indique que ce que nous vivons actuellement nous convient. La joie, c'est une émotion d'expansion. Elle ne nous dit pas seulement c'est sympa. Elle nous dit continue parce que ce que tu vis là, c'est bon pour toi. Et elle nous donne aussi l'énergie d'agir pour poursuivre dans cette voie. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que chaque fois qu'on ressent de la joie, ça doit nous donner une direction absolue, ni que tout ce qui procure une sensation agréable sur le moment est forcément bon sur le long terme. Je ne parle pas ici d'une recherche compulsive de plaisir pour fuir ce qui est inconfortable. Je parle de cette joie plus profonde, plus alignée, plus claire, qui apparaît quand une activité, une relation, un lieu, un geste, un moment vient nourrir une ou plusieurs de nos valeurs. Et le type de valeur dont je parle, c'est ce qui compte profondément pour nous. C'est ce qui donne du sens à nos choix, à nos actions et à notre vie. C'est ce qui nous permet de nous sentir en cohérence avec nous-mêmes et qui nous fait dire oui, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très important pour moi. Je me reconnais quand je fais ça. Par exemple, si une de tes valeurs est la liberté, tu peux ressentir de la joie quand tu marches sans programme précis, quand tu choisis ton propre rythme, quand tu as de l'espace dans ta journée. Si une de tes valeurs est la beauté, tu peux ressentir de la joie devant une lumière, une couleur, une musique, une tenue, un paysage, une harmonie, et ressentir le besoin d'être dans des endroits où tu peux vivre cela. Si une de tes valeurs est le lien, tu peux ressentir de la joie dans une simple conversation, un rire partagé et rechercher particulièrement les moments de qualité. Il existe toutes sortes de valeurs. En général, on a tendance à dire qu'il y a une vingtaine de valeurs qui nous sont propres et qui nous donnent l'élan d'agir, avec en particulier une dizaine qui sont vraiment, vraiment très importantes et qui nécessitent d'être nourries par nos actions. Au moment même où on est en train de nourrir une valeur, il se passe quelque chose en nous d'assez particulier parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un générateur d'énergie qui se met en route. Et cette énergie, elle va dans un sens bien particulier parce qu'en fait, elle va de l'intérieur vers l'extérieur. On n'a jamais assez. On peut faire ça toute la journée et même à la fin de cette journée, quand on te dit: «Ah bah tiens, c'est le moment d'arrêter», tu dis: «Ah déjà?» Là, tu peux être quasi sûr que l'activité que tu es en train de faire là, quand tu as cette sensation de: «Il y a jamais assez», là, tu es en train de nourrir une de tes valeurs. Contrairement au besoin qui disparaît au moment où il est satisfait. Si jamais tu as soif, par exemple, tu vas chercher de l'eau ou quelque chose à boire. Une fois que cette soif est étanchée, même s'il y a de l'eau sur la table, même s'il y a toutes sortes de liquides sur la table, ça ne t'intéresse plus parce que c'est un besoin qui nécessitait d'être satisfait à l'instant T. Il y a toutes sortes de façons de nourrir nos valeurs. Et pour nous épanouir, nous avons aussi besoin de nouveautés, de challenges et de faire appel à notre imagination. Et c'est là que les temps libres non structurés deviennent importants. Parce qu'on parle beaucoup de structure, d'organisation, de discipline, de stratégie, de productivité. Et tout cela est nécessaire. Je ne suis pas contre la structure. Je crois même qu'une bonne structure est très utile quand elle est au service de notre vie, de nos valeurs, de notre énergie et de nos projets. Mais quand tout est structuré, organisé, que tout doit servir à un objectif précis et que chaque minute doit être rentabilisée, il reste très peu d'espace pour l'inattendu, pour la créativité, peu d'espace pour le jeu, pour l'ennui fertile
peu d'espace pour ce qui émerge quand on ne cherche pas immédiatement à produire et à rentabiliser. On comprend aisément cette nécessité pour les enfants d'avoir du temps libre non structuré. On sait, même si on l'oublie parfois, qu'un enfant a besoin de temps libre, pas seulement d'activités encadrées, de devoirs, de sport avec des objectifs pédagogiques précis. Un enfant a aussi besoin de moments où il ne sait pas quoi faire, des moments où il s'ennuie, où il va faire appel à son imagination pour s'occuper et commencer à inventer. Il transforme un carton en fusée, une couverture en cabane, une cuillère en micro, un salon en grande scène de théâtre, une cour en monde parallèle. Alors bien sûr, on se dit, oui, mais si jamais il a trop de temps libre, il va commencer à inventer des bêtises à faire. Et oui, des fois ce sont des bêtises. Mais il a quand même besoin de ces espaces où l'imaginaire travaille sans qu'on lui demande un résultat particulier. Et pour nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous faisons souvent comme si nous n'avions plus besoin de cela. Comme si la créativité d'adulte devait simplement être activée sur commande et être au service d'une certaine rentabilité économique. Comme si l'inspiration devait arriver entre deux rendez-vous et surtout durant les horaires de bureau, parce que sinon, c'est pas rentable. Pourtant, les adultes ont aussi besoin de temps libre non structuré, sans objectif immédiat, sans performance, sans compte rendu. Des temps où on peut marcher, rêver, observer, bricoler, rire, flâner, chanter, danser et laisser divaguer notre esprit sans but précis. Et qui sait, laisser une intuition nous parvenir. Parce que la créativité a besoin d'espace, elle a besoin de jeu, de désordre, de silence parfois. Elle a besoin de lenteur. Une plante ne pousse pas plus vite parce qu'on tire dessus. Elle s'épanouit quand son environnement répond à ses besoins. Et dans un monde obsédé par l'optimisation, c'est presque révolutionnaire de reconnaître cela. L'optimisation permanente peut finir par devenir une forme d'asphyxie. On optimise son temps, ses repas, son sommeil pour être plus productif ensuite. Le corps, les relations, même les vacances sont à optimiser. Et à force de vouloir tout contrôler, y compris son repos, à un moment donné, même le repos cesse d'être du vrai repos. Tout devient une stratégie de performance. Le plaisir devient un outil. La joie est surveillée, évaluée, rentabilisée. Alors, oui, se reposer pour mieux travailler, c'est nécessaire. Mais tu n'as pas seulement besoin de repos pour produire ensuite. Tu as besoin de repos tout simplement parce que tu es en vie. Et tu n'as pas seulement besoin de t'amuser pour décompresser avant de repartir au combat, tu as besoin de t'amuser parce que le jeu est une manière de retrouver du mouvement, de la légèreté, de l'élan, de la présence et surtout d'apprendre. La créativité et l'apprentissage, ce sont deux clés de la performance, puisque ça te permet de découvrir de nouvelles connaissances, de développer de nouvelles compétences et ensuite d'être plus efficace par la suite. Tu n'as pas seulement besoin de joie pour te récompenser d'avoir justement été bon à ce moment-là. Tu as besoin de joie parce que ton être ne peut pas se nourrir uniquement de devoirs, de responsabilités et de tâches accomplies. Il se nourrit aussi de l'énergie générée par cette émotion. Le repos, justement, n'est pas seulement physique. On croit parfois que se reposer, c'est juste dormir ou s'allonger. Et bien sûr, le repos physique est nécessaire. Le corps a besoin de sommeil, de relâchement musculaire, de récupération. Il a besoin que l'on arrête parfois de lui demander d'avancer, de compenser. Mais il a aussi besoin de mouvements différents, de changements de rythme, de mobilité, d'agilité. Parce que le corps n'est pas le seul à se fatiguer. Il existe plusieurs types de fatigue. La fatigue mentale, celle qui vient quand on pense tout le temps, quand on anticipe tout, quand on doit décider sans cesse, quand on passe d'un sujet à l'autre, quand la tête reste allumée, même quand le corps est immobile. Il y a la fatigue émotionnelle, celle qui vient quand on vit de nombreuses situations éprouvantes et que le flot d'émotions devient trop intense, quand on temporise, quand on absorbe les tensions, les siennes et celles des autres. Il y a la fatigue sociale, celle qui vient quand on interagit avec beaucoup de personnes, quand on doit s'adapter en permanence, répondre, être disponible, agréable, présent ou présente,
comprendre les codes, gérer les attentes, composer avec les humeurs, écouter, rassurer. Même quand on aime les gens, le lien peut nourrir, mais il demande aussi de l'énergie. Il y a aussi la fatigue sensorielle, celle qui vient à la suite de diverses sollicitations, telles que le bruit, les écrans, les notifications, les lumières, le contact. Pour récupérer de cette fatigue-là, on a besoin de moments avec le minimum de sollicitations possible pour laisser notre système nerveux se calmer et redescendre en tension. Il y a la fatigue créative, celle qui arrive quand on doit toujours produire de nouvelles idées, créer du contenu, résoudre des problèmes, innover, imaginer, prendre des décisions pour rester compétitif. Même quand on aime créer, l'élan créatif peut se fatiguer s'il est sans cesse sollicité dans un but précis. L'inspiration nécessite que l'esprit vagabonde sans but officiel. Et puis, il y a une forme de fatigue un peu plus existentielle, celle qui vient quand on perd le sens, quand on avance mais qu'on ne sait plus très bien pourquoi, quand on accomplit des tâches mais qu'on ne se sent plus relié, quand on coche des cases mais que quelque chose en soi se demande: «Pff, à quoi bon? Et puis, qu'est-ce que je fais là, moi?» Avec toutes ces formes variées de fatigue, il arrive que dormir ne suffise pas à recharger nos batteries, parce que ce n'est pas seulement ton corps qui est fatigué. D'autres fois, ne rien faire ne résout pas le problème non plus, parce que ce dont tu as besoin à cet instant, ce n'est pas de l'immobilité, c'est de changer de rythme. En fonction des moments, tu peux avoir besoin de silence, de rire, de solitude, d'être avec des gens, de te donner un but, de créer sans objectif précis. D'autres fois, tu as besoin de marcher, de ranger, de sortir de chez toi, de rester à l'intérieur. Bref, tu te rends compte que le changement de rythme, d'environnement ou tout simplement de posture intérieure, ça aussi, ça contribue à ton repos. Et les vacances, justement, nous montrent en quoi est-ce que ce changement de mode est intéressant pour se recharger. Officiellement, les vacances sont censées être une période pour se reposer. Mais je crois qu'elles sont aussi, et peut-être surtout, une période où on s'autorise à fonctionner autrement. On change d'environnement géographique, d'environnement social, on a parfois moins de contraintes ou des contraintes différentes. Et on n'est plus exactement pris dans les mêmes horaires, les mêmes trajets, les mêmes obligations, les mêmes visages, les mêmes urgences à gérer au quotidien. On respecte un peu plus son rythme, on suit davantage ses envies, on se demande plus facilement: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui?» On se cajole un peu plus, on prend soin de soi autrement. On mange différemment, on s'habille différemment. Parfois même, on marche différemment parce qu'on prend le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous et on se laisse plus facilement surprendre. On parle à des inconnus avec plus de légèreté ou au contraire, on retrouve des personnes qu'on aime avec beaucoup plus de disponibilité. On crée des souvenirs, on rigole, on prend des photos. Bref, on savoure les instants du quotidien aussi insignifiants soient-ils. Une conversation, un plat, une baignade, un moment passé ensemble. Parce que ce sont les vacances. Alors bien sûr, tout n'est pas magique, hein. Les vacances peuvent être aussi stressantes parce qu'elles peuvent réveiller des tensions familiales, parce qu'elles peuvent coûter cher, parce qu'elles demandent une certaine organisation. Il arrive même qu'elles soient frustrantes, tellement on a placé la barre haute quand on pensait à ces vacances-là. Mais malgré tout, les vacances révèlent une chose: quand le conditionnement change, notre manière d'être change aussi. Quand l'environnement se modifie, certaines permissions intérieures deviennent plus accessibles. On s'autorise à vivre autrement. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que, en fait, parfois, ce qui nous fait tant de bien durant les vacances, c'est pas seulement l'absence de travail. C'est aussi l'autorisation temporaire qu'on s'octroie d'être davantage à l'écoute de nous-mêmes. Le droit de ralentir, la latitude de ne pas réagir tout de suite à ce qui se passe, l'autorisation de suivre une envie, la dispense de faire uniquement ce qui est utile, l'habilitation d'être disponible à ce qu'on vit au moment où on le vit. Et si cette permission-là ne devait pas forcément attendre les vacances pour trouver sa place dans ta vie? Profiter des vacances, oui, évidemment. Se réjouir que juillet-août arrive aussi, puisque ça a une énergie particulière. Attendre Noël, carnaval, Pâques,
un long week-end, le tour des Yolles, le tour cycliste, la coupe du monde. Pourquoi pas? Comme je disais, ces moments ont une énergie spéciale. Selon l'endroit où l'on vit, selon les traditions, selon les événements collectifs, il y a des périodes où l'ambiance change. Même quand on continue à travailler, on sent que l'air est différent. Les conversations changent, les gens sont sur une autre fréquence. Il y a plus de mouvements, plus d'événements, plus de légèreté et il y a plus de liens qui se créent dans cette période-là. Moi qui vis en Martinique, ce que je ressens, c'est que à ces périodes, durant les vacances, la Martinique ne vibre pas comme les autres moments de l'année. À l'approche du carnaval, on n'est pas dans la même ambiance qu'à l'approche de la Toussaint. Noël n'apporte pas la même énergie que l'approche du Tour des Yolles. Et juillet-août, c'est pas la même ambiance non plus que la rentrée de septembre, qu'on travaille, qu'on soit scolaire ou pas. Et je pense que c'est culturel. Mais en fonction de là où on vit, eh bien, ça peut être le printemps, ça peut être Pâques, ça peut être les vacances d'hiver, ça peut être un grand événement sportif qui transforme l'ambiance locale. Et on est sensible au climat collectif parce que nous ne sommes pas des êtres isolés. L'atmosphère autour de nous nous affecte. Quand beaucoup de personnes ralentissent, se réjouissent, se retrouvent, attendent un événement ou changent de rythme, cela modifie aussi notre rapport au temps. Et ça peut être utile en fait de s'en servir. Alors oui, profitons de ces périodes pour nous recharger à bloc et recevons aussi ce que ces moments nous offrent comme expérience, comme sensation, etc. Mais je crois que c'est aussi l'occasion de se demander si ces périodes de vacances sont les seuls moments où on a le droit de s'autoriser à respirer durant l'année. Parce que quand les vacances deviennent le messie, entre guillemets, qui vient nous délivrer du mal du travail, il y a peut-être quelque chose à revoir dans l'organisation qu'on a faite du reste de notre vie, non? Parce que concrètement, 5 semaines de vacances sur 52 semaines annuelles, c'est quand même moins de 10% de l'année. Moins de 10%. Et si tu es dans l'enseignement et que certaines personnes te disent: «Oh, tu as de la chance, hein, parce que tu as plus de travail que dans le privé». Tu sais aussi que les semaines supplémentaires, entre guillemets, sont le minimum syndical pour que tu puisses tenir la cadence quand tu dois accompagner autant d'humains en construction. Alors, bien sûr, c'est utile, c'est un acquis social, c'est précieux d'avoir ces semaines de repos et tout le monde ne les a pas. Tout le monde ne peut pas les vivre de la même manière. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances et en fonction du contexte, on n'a peut-être pas le soutien ou la sécurité pour en profiter pleinement. Mais justement, si notre seul espace officiel de respiration tient dans moins de 10% de notre temps de vie, comment pouvons-nous espérer ne pas finir sur les rotules à chaque fois qu'il est temps de, justement, profiter des vacances? Comment pouvons-nous envisager de rester créatifs, créatives, patients, patientes, disponibles, vivants, si tout le reste de l'année est organisé comme une longue apnée? Alors, je ne dis pas qu'on peut transformer tout son quotidien d'un seul coup. Je ne dis pas non plus que tout dépend uniquement de notre volonté individuelle. Il y a des contraintes réelles, des emplois du temps à assurer, des responsabilités, des enfants, des proches, des réalités économiques qui sont diverses et variées, des imprévus, des métiers exigeants, des contextes sociaux, familiaux et professionnels qui pèsent. Donc non, je suis pas là pour te dire: «Il suffit de prendre du temps pour toi», comme si c'était hyper simple et facile à faire, hein, comme si tout le monde avait la même marge de manœuvre. Mais je crois qu'entre ne rien changer et tout révolutionner, il existe quand même des espaces, même s'ils sont microscopiques, hein, où on peut se donner des permissions, des autorisations, des rendez-vous avec la joie, des moments de repos adaptés au bon type de fatigue, des petits changements de rythme qui évitent d'attendre que le corps soit obligé de crier pour s'arrêter, parce que le corps, lui, nous chuchote ses besoins. Et quand on n'écoute pas, il finit souvent par parler très fort. Et la plupart du temps, on a l'impression qu'il s'exprime au pire moment, ou plutôt au premier moment où il sent qu'il peut enfin relâcher la tension et être entendu. Tu connais peut-être cela. Tu as probablement fait partie de ces personnes qui tiennent bon pendant des semaines, des mois, voire toute la nuit. Elles ne tombent pas malades quand il faut tenir, quand il y a des délais à respecter.
Elles ne s'arrêtent pas quand la charge est trop forte. Non, elles continuent et elles disent: «Ça va aller, encore un petit peu, je prendrai soin de moi après, je me reposerai pendant les vacances» et puis la veille des vacances ou le premier jour, le corps lâche. Sinusite, otite, fièvre, douleur, entorse, bref, tu connais. Comme si le corps disait: «Là, j'ai senti le truc, là je peux me lâcher. Et là je sais que tu vas pas m'obliger à continuer parce que ce sont les vacances». Ce n'est pas une punition, ni une faiblesse. Ce n'est pas non plus le signe que tes vacances sont foutues. Mais c'est parfois un indicateur que tu as attendu trop longtemps sans assez d'espace de récupération. Quand on refuse trop longtemps au corps le droit de ralentir, il peut finir par prendre lui-même l'arrêt dont il a besoin. Il te montre tout ce que tu n'avais pas pris le temps d'écouter avant. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne choisit plus vraiment la forme du repos. On le subit. On ne profite pas pleinement de ses vacances, on récupère en urgence, on essaye de se réparer, on essaye de revoir un peu ce qui aurait pu être entretenu progressivement, comme si on pouvait changer en 10 jours ce qu'on a mis en place pendant des mois. Et c'est comme une batterie en fait, parce que si jamais tu attends toujours d'être à zéro pour recharger, eh bien, à n'importe quel moment, tu seras à court de jus en fait, tout simplement. Quand tu fonctionnes en mode économie d'énergie, bah, tu réduis ta luminosité intérieure. Tu mets en sourdine certaines applications de ton être. La patience, la créativité, le désir, la disponibilité, la sensualité, parfois même l'humour et la douceur, et la capacité à prendre du recul. Et petit à petit, ta vie devient très fonctionnelle, mais beaucoup plus dissociée aussi. Tu avances, tu fais, tu réponds, tu gères, tu tiens. Mais est-ce que tu as l'impression de vivre vraiment? Ça, c'est toi qui peux répondre à cette question-là. Et je crois que s'autoriser à se reposer, à s'amuser est bien plus important que ce qu'on nous a fait croire, précisément parce que ça nous ramène à cette question. Est-ce que ma vie est seulement organisée autour de ce que je dois assurer, ou est-ce qu'elle contient aussi ce qui me nourrit, ce qui me détend, ce qui me met en joie, ce qui me rend plus vivante et plus disponible? Le repos et la joie ne sont pas des extras. Ce ne sont pas des décorations offertes pour récompenser une vie sérieuse. Ils ne sont pas des petites gratifications qu'on distribue à la fin d'une semaine bien remplie. Ils participent à ta stabilité, à ta santé, au fait que tu es capable d'utiliser ton discernement, ta créativité, et la qualité de tes relations aussi est impactée par la place que tu donnes au repos et à la joie dans ta vie. Parce que quand on manque de repos, on devient beaucoup plus réactif. Quand on manque de joie, on a du mal à recharger ses batteries. Quand on ne s'amuse plus, eh bien, on a des difficultés à apprendre, à s'épanouir et à exceller. Et inversement, quand on récupère vraiment, quand on se reconnecte à des activités qui nourrissent nos valeurs, quand on s'autorise à rire, à jouer, à flâner, à créer sans pression et voire à changer de rythme quand c'est nécessaire, la vie prend un autre tournant. Pas magiquement, hein, mais quelque chose redevient disponible. Et souvent, c'est précisément cette disponibilité-là qui est le terreau de ton excellence. Parce que l'excellence, la vraie, ne consiste pas seulement à apporter beaucoup de valeur. Elle consiste à le faire avec présence, avec justesse, intelligence et surtout avec puissance. Mais pas une puissance qui détruit la personne qui la porte. Cette excellence, elle a besoin que nos réservoirs soient bien alimentés par la joie, par le respect de notre rythme et de nos valeurs, par des temps off, par du jeu. Alors peut-être que la question n'est pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de me reposer, mais plutôt de quel repos ai-je besoin pour être efficace dans ce que je construis. Peut-être que la question n'est pas est-ce que j'ai le droit de m'amuser alors que tout n'est pas terminé, mais plutôt en quoi faire une pause ludique sera utile dans ma progression.
Et avant de te languir de tes prochaines vacances, je t'invite à écouter la réponse qui te vient spontanément quand tu entends cette question. Qu'est-ce que mes vacances me révèlent sur ce que j'aimerais vivre plus souvent? Oui, écoute ce qui te vient. Et au-delà de ne pas être en train de travailler, quelle microdose de ce qui me fait du bien peut s'insérer dans mon quotidien? Pas en version idéale, pas en version vacances de rêve, ni celle qui dit je change toute ma vie dès lundi. Mais je t'invite vraiment à prendre le temps d'écouter la réponse et à voir quels tests concrets tu peux faire pour voir ce qui est possible. Par exemple, une marche de 10 minutes en nature, avec ou sans téléphone, un repas sans écran, une soirée sans rapide tour sur ma boîte mail pour vérifier que tout va bien, une heure non structurée dans ta semaine, une musique qui te met en joie, une activité créative qui n'a pas besoin d'être publiée sur les réseaux. Parce que le bonheur, ce n'est pas seulement dans les grands départs, dans les grandes actions. Il est aussi dans notre capacité à réintroduire du vivant dans ce qui est déjà là. Il est aussi dans les moments où on reconnaît qu'on n'a pas besoin d'être au bout de soi-même pour prendre soin de soi, qu'on n'a pas besoin d'avoir fini toute sa to-do list pour s'autoriser à respirer, qu'on n'a pas besoin d'attendre les vacances ou le week-end pour se reconnecter à la joie. Et surtout qu'on n'a pas besoin de souffrir pour prouver qu'on est sérieux ou sérieuse. Et je sais que c'est pas toujours simple, parce que la culpabilité peut revenir très vite, avec cette petite voix qui dit: «Tu pourrais faire quelque chose d'utile, quand même. Tu as encore du retard, tu exagères. Les autres font plus. Tu n'as pas le temps pour ça». Mais tu peux y répondre autrement. Tu peux dire, quand cette culpabilité pointe le bout de son nez, tu peux lui répondre: «Je ne suis pas en train d'abandonner mes objectifs, je suis en train de les rendre plus vivables. Je ne suis pas en train de renoncer à l'excellence, je suis en train de nourrir les conditions qui me permettent d'y accéder sans me détruire. Je ne suis pas en train de perdre mon temps, je suis en train de recharger mon énergie». Parce que c'est aussi cela, se choisir. Parfois, se choisir, c'est accepter de ne pas attendre l'épuisement pour ralentir. C'est écouter ce qui nous nourrit. C'est ne plus réserver le droit de respirer à quelques semaines dans l'année. C'est comprendre que le repos n'est pas un luxe, mais une ressource. Que l'amusement n'est pas une frivolité, mais un espace où la vie circule. Que les temps non structurés ne sont pas vides. Ils peuvent être aussi pleins d'espace pour favoriser l'émergence de nouvelles idées. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder ton propre rapport au repos et à la joie. Pas pour te juger, pas pour rajouter une nouvelle injonction du type «tu dois mieux te reposer», mais observe. Quelle est ta raison valable pour ralentir? Est-ce que tu culpabilises quand tu t'amuses? Qu'est-ce qui te donne envie d'associer le repos à la paresse? Où est la place que tu donnes à la joie dans ton organisation actuelle? Et peut-être que la réponse est minuscule, mais prendre le temps de faire ce point-là te permet de voir où tu vas pouvoir revoir certaines choses. Et c'est déjà très bien, parce qu'une vie ne se réenchante pas toujours avec de grands bouleversements. Cela commence par de nouvelles autorisations. Parce que le repos et la joie ne sont pas des pauses dans ta vie. Ils font partie de ce qui permet à ta vie justement de rester agréable. Et peut-être qu'à partir de là, tu n'auras plus à attendre d'être à sec pour te recharger. Tu pourras commencer à créer une vie où ton énergie est entretenue, où ton excellence ne se construit pas contre ton corps, où ton ambition ne se nourrit pas de ton épuisement. Ta vie est précieuse. Ton existence a de la valeur, car sans toi, tu n'existerais pas. Et parce que tu as besoin d'être en vie pour atteindre tes objectifs, autant construire des conditions qui te soutiennent plus souvent que 10% de ton temps, n'est-ce pas? Merci encore d'être entré dans cette bulle avec moi. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une personne qui attend peut-être encore d'avoir une raison valable pour se reposer ou s'autoriser à vivre un peu plus dans la joie. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que cet épisode a réveillé chez toi. Quel type de repos te manque le plus en ce moment? Ou quelle petite place pourras-tu redonner à la joie dans ton quotidien? Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur. Et si tu veux recevoir mes capsules de bonheur par mail, le lien est disponible dans la description.
Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur dans Le bonheur, à la vie, à la mort. Le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!